Bonjour à tous, bienvenue à ce 10e anniversaire du Paris Air Forum, ici à la Maison de la Mutualité et en direct sur latribune.fr. Pour l'une de ces dernières séquences de la journée, nous recevons Guillaume Faury, président exécutif du groupe Airbus et président du GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, qui est là pour tout nous dire. C'est en tout cas ce qui est marqué sur le programme et c'est ce que nous espérons tous. Bonjour Guillaume Faury, donc vous allez tout nous dire. On va commencer par la séquence spatiale, une séquence spatiale qui est importante puisqu'on aurait dû avoir un tir important cette nuit. Il a été reporté à, je pense, au mois de juillet maintenant, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des questions sur l'espace et notamment sur Ariane 6 qui a rencontré un certain nombre de problèmes. Est-ce que vous avez la conviction d'avoir été entendu par les autorités européennes pour avoir effectivement sur la problématique de la gouvernance qui était problématique et avez-vous le sentiment que le futur lanceur sera prêt à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine? Alors effectivement, c'est le dernier vol d'Ariane 5 qui devait avoir lieu et qui a été reporté. Ça montre une nouvelle fois que l'espace et les lanceurs, ça reste une technologie pointue, compliquée. En anglais, on dit « it's not rocket science ». Ça montre toutes les technologies qui sont impliquées autour. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui, avec le dernier vol d'Ariane 5 et le temps avant le premier d'Ariane 6, un trou, et donc une rupture d'offre qui devait être comblée par Soyouz, par Vega, et on a eu d'autres événements qui montrent notre vulnérabilité d'Européens aujourd'hui sur l'accès à l'espace. Donc toute la pression est maintenant sur Ariane 6. On voit aussi que sur les autres lanceurs autour de nous, c'est compliqué de mettre au point un lanceur. Donc le premier vol, il est important, il faut qu'il se fasse dans des bonnes conditions. Il y a des essais encore cet été. Et donc le tir, il est prévu fin d'année, mais il faut qu'on voit les résultats des essais. Et il est très important que le tir, il se passe dans de bonnes conditions et évidemment le plus possible qu'il soit réussi. Même si l'échec dans ces métiers-là, je le répète, il arrive. Alors après, la gouvernance, c'est une gouvernance européenne autour de l'ESA, avec du retour géographique, avec un certain nombre de contraintes. Et c'est vrai que ça met beaucoup de contraintes sur des développements qui sont déjà eux-mêmes très contraints. Ça nous donne un manque de degré de liberté, de capacité d'entreprendre, d'être compétitif que d'autres ont. Et donc il y a des réflexions sur la gouvernance, dont tout n'a pas été fait encore sur la gouvernance par rapport à ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Mais c'est vrai que cette situation de crise en Europe, autour des lanceurs, cette rupture d'offres, elle pose beaucoup de questions. Et donc on va essayer de ne pas gâcher cette crise et de faire les remises en cause qui vont bien pour la suite. Aujourd'hui, sur Ariane 6, il faut continuer et finir dans le dispositif actuel. Mais typiquement, quand vous dites que tout n'a pas été encore fait sur la problématique de la gouvernance, qu'est-ce que vous aimeriez que l'ESA fasse ? Alors, je ne sais pas si c'est l'ESA, mais je pense que c'est l'Europe, dans la façon dont les pays européens, dans la façon dont ils collaborent entre eux, doivent aller sur un modèle qui est le plus possible un modèle de maîtrise d'ouvrage et de financement de la force publique des États, et un modèle d'exécution très entrepreneurial, avec une entreprise ou des entreprises en charge qui est toute liberté de manœuvre, de choisir leurs fournisseurs, de choisir ceux qui sont compétitifs. Et le problème du retour géographique et des contraintes qui sont mises en place autour du fonctionnement dans le spatial, c'est qu'il y a très très peu de degrés de liberté. Il y a un certain nombre de rentes de situation et donc la flexibilité est insuffisante par rapport aux enjeux de vitesse, de compétitivité qu'on voit aujourd'hui. Donc ce modèle, il faut le remettre en cause. Ok. Sur l'exploration spatiale, effectivement, l'Europe était un peu à la traîne par rapport effectivement aux États-Unis et à la Chine. Moi, j'ai très envie de rêver avec Airbus sur l'exploration spatiale. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux politiques européens pour qu'ils se lancent, pour qu'ils aient cette volonté de se lancer sur l'exploration lunaire, sur l'exploration martienne un peu plus tard? Est-ce que vous avez envie de participer à une aventure incroyable sur ce domaine-là? Oui, c'est sûr que la conquête spatiale habitée, c'est la nouvelle frontière. C'est la découverte d'un espace qui est relativement vierge aujourd'hui, où on voit les États-Unis, et pas seulement les États-Unis, mais les États-Unis partir très très fortement. Il ne faut pas qu'on soit à nouveau en suiveur sur ce domaine-là.
Pour l'instant, c'est quand même pourtant ce qui se dessine. Donc il faudra qu'à un moment donné, il y ait une volonté, peut-être taquinée par des premières réussites américaines, d'aller dans ce domaine-là, mais on partira probablement après les autres. Pour l'instant, on s'associe quand même, en tant qu'Airbus en tout cas, à l'aventure américaine. On est à bord des véhicules habités à travers un certain nombre de systèmes et d'équipements. On a les technologies, on est parfois même meilleur dans certaines technologies, même dans de nombreux cas, on est meilleur en technologie, mais il n'y a pas ce regroupement européen qui donnerait l'échelle pour le faire, et il n'y a aujourd'hui pas la volonté pour le faire. Donc il faut qu'il y ait un appétit. Je pense que ça peut venir, mais il faut qu'on se redonne confiance en Européens sur le spatial et avoir Ariane 6 qui vole, qui réussit les premières mises en orbite de satellites. On a un carnet de commandes qui est très plein sur Ariane 6. Le lanceur lui-même aujourd'hui a donné confiance. Et donc on est dans cette période où on doute un petit peu de nous parce que SpaceX a beaucoup de succès. Le lanceur n'est pas encore en vol. Je pense qu'une fois qu'on sera en vol commercial, ça ira beaucoup mieux et on aura de quoi refédérer et repartir de l'avant. Mais vous avez l'impression qu'il y a une vraie volonté politique d'avoir une souveraineté dans l'exploration spatiale en Europe ou pas ? Dans l'exploration spatiale, non, il n'y a pas de volonté aujourd'hui. Il va falloir attendre qu'elle arrive. Mais je pense qu'il faut retrouver cette confiance en nous sur le spatial que Ariane 6, à mon avis, va redonner, alors qu'on est en doute aujourd'hui, pour aller vers l'avant. Et puis c'est de l'argent aussi, c'est de l'investissement. Donc il faut qu'il y ait une vraie vision que c'est important pour l'Europe d'en faire partie. Sur l'observation spatiale, vous avez eu malheureusement un échec qui n'est pas de votre ressort, puisque il y a eu l'échec de Vega C, avec la perte des 2 satellites Pléiades Néo. Quelle est aujourd'hui votre stratégie ? Vous allez continuer dans l'observation spatiale ? J'imagine que oui. Vous pouvez pas dire, enfin, vous n'allez pas me dire le contraire, mais c'est quoi la feuille de route aujourd'hui sur l'observation spatiale pour Airbus ? Alors, effectivement, pour ceux qui ne sont pas bien au courant, on a 2 satellites Pléiades Néo aujourd'hui qui tournent autour de la Terre, qui sont des satellites d'observation qu'on a auto-investis chez Airbus et qui sont vraiment le mieux de ce qui se fait aujourd'hui, avec la vente de services. Et les 2 satellites de décembre qui devaient venir compléter cette constellation, il y en a d'autres qui vont venir, étaient très importants. Donc il nous manque énormément. L'échec de Vega C de l'année dernière est vraiment très très dommageable pour Airbus. On est en train de se reconfigurer, on a une grosse utilisation des 2 qui sont en vol et on a plusieurs options à l'étude pour voir comment est-ce qu'on va venir compléter la constellation. On a des projets en cours, donc ils sont en cours de définition avec certains clients, donc je ne peux pas en parler ouvertement, donc je ne dirai pas tout. En revanche, je peux vous confirmer qu'on va continuer dans cette voie-là et que c'est une voie à laquelle on est très, très attaché. Donc vous aurez une réponse à quelle échéance, grosso modo, de votre stratégie ? C'est cette année, c'est l'année prochaine ? La stratégie est claire, on va continuer dans cette direction-là, on va venir rajouter d'autres satellites autour et on veut pouvoir continuer à offrir ces services de très très haute qualité avec un grand degré de revisite et de très grande précision sur de l'observation. Au-delà de l'observation spatiale, actuellement est à l'examen la loi d'opération militaire au Sénat. Quelle est votre analyse dans le domaine spatial de cette loi de programmation militaire qui est je dirais assez compliquée puisque grosso modo quand on voit que le ministère des Armées a annulé le 3e Syracuse 4 C, enfin en tout cas le Syracuse 3C, et le remplace par la constellation Iris 2. Quelle est votre analyse ? Est-ce qu'on manque pas un peu d'ambition dans le spatial en France, même si effectivement la LPM met 6 milliards sur la période, c'est-à-dire 7 ans ? Non, je crois que la France ne manque pas d'ambition dans le spatial militaire. Elle a des domaines d'expertise très forts. On a été content des annonces qui ont été faites par le ministre après l'annonce de la LPM sur Iris, pas Iris Square. Je crois qu'il faut reconnaître que la LPM, c'est un gros effort, à un moment qui n'est pas facile des finances publiques, puisqu'on sort du Covid, où beaucoup d'argent public a été mis pour traverser la pandémie, et à un moment où les champs d'exercice militaires sont de plus en plus nombreux, et il faut aller apporter des solutions dans le domaine cyber, dans le domaine militaire spatial, préparer le renouvellement de la dissuasion. Donc il y a un certain nombre de champs supplémentaires qui doivent être investis et l'État met de l'argent pour être capable d'avoir des projets et avoir des équipements et avoir des capacités dans l'ensemble de ces domaines-là. Donc la LPM, quand même, globalement, est un exercice d'équilibre assez complexe, mais qui me paraît raisonnablement réussi, si ce n'est pas très réussi, compte tenu de l'environnement dans lequel on est. Sur la constellation européenne, donc Iris 2, vous pensez que ça va apporter une plus-value à l'Europe ou pas ?
Je pense que cette constellation, elle est essentielle. Elle est essentielle pour des raisons de souveraineté, de sûreté et de sécurité, de capacité aussi pour l'Europe, de résilience. Donc c'est un projet qui est majeur, dont on voit complètement l'utilité, qui est en train de se lancer avec des budgets, avec une vision. Donc on participe d'un consortium important qui vient apporter des solutions qu'on pense les plus compétitives pour faire réussir cette constellation. C'est un des grands projets spatiaux européens. Ça avait commencé avec Galileo, qui est absolument fondamental pour nos capacités européennes de souveraineté. Là, c'est une capacité souveraine dans un domaine qui est absolument essentiel pour la résilience, la sûreté et la sécurité de l'Europe. Peut-être une dernière question sur l'espace. Quel est votre regard sur le New Space aujourd'hui? Est-ce qu'ils apportent une vraie plus-value? Et comment vous pouvez les intégrer dans vos programmes? Alors, c'est deux questions différentes, elles sont toutes les deux très intéressantes. Oui, le New Space, c'est une réalité. C'est une réalité sur les startups, les technologies, sur les business models qui se créent. Il ne faut pas, je croire que le New Space, c'est que les startups. Il y a énormément d'innovations technologiques, y compris dans les grands groupes, et effectivement beaucoup de disruption dans ce modèle-là, avec de la miniaturisation, l'accès à l'espace beaucoup moins cher, et donc qui rend possible tout un tas de solutions qui n'étaient pas précédemment. Donc le New Space, c'est vraiment une réalité. La deuxième question, c'était... Comment vous pouvez les intégrer dans Oui, dans alors comment on les intègre? J'ai un petit peu répondu, c'est pour ça que je m'égare, mais c'est par les projets. Une start-up qui a une très très bonne idée, elle n'a pas pour autant la capacité d'accès au capital, la surface d'ingénieurs, industriels, pour ambitionner des projets très très larges, ou alors il y en a quelques-unes, mais ça reste les exceptions. Et donc il faut trouver les projets que seuls des grands groupes peuvent porter, ou essentiellement des grands groupes peuvent porter dans le domaine spatial, pour fédérer ces acteurs. Et donc des sujets comme IRIS² sont des opportunités d'aller chercher des technologies, des solutions dans des start-up et l'associer à ce que des grands groupes font en termes de rupture et d'innovation. Et donc ça se fait en ce moment. Ça me permet de dire qu'on a au GIFAS depuis l'année dernière un programme qui s'appelle Starter, où on a rentré des startups et ça cogne beaucoup à la porte. Celles qui sont rentrées sont très très contentes. On a tous les mois de nouvelles startups qui rejoignent le GIFAS. Et en fait, et les startups et les grands groupes y trouvent leur bonheur, parce qu'il y a énormément de networking, de rencontres, d'échanges, où tout le monde bénéficie. Et donc je pense que cette intégration des startups dans l'écosystème spatial, il est en train de se faire en ce moment. Très bien. Je laisse la balle à Léo. Je la prends au vol. Nous sommes à quelques heures du grand retour du Salon du Bourget. Donc je vais forcément vous parler un peu de commandes. L'an dernier, vous nous avez parlé de beaucoup de compétitions en cours sur le domaine du long courrier. Mais on voit que jusqu'ici, c'est plutôt le 787 qui a tiré son épingle du jeu. Est-ce que pour ce salon qui va bientôt s'ouvrir, on peut s'attendre à une revanche de la 350 ou peut-être un peu plus tard? Ou est-ce qu'il faudra peut-être attendre encore un peu, notamment les marchés de remplacement du 777-300ER? Alors, il ne faut pas regarder sur des périodes courtes, parce que sinon on est effectivement très tiré par une campagne ou l'autre. L'année dernière, de mémoire, il y a eu 13 campagnes long courrier, on en a gagné 8, mais pas celle où il y avait le plus gros volume. Bon. Donc ce n'est pas toujours représentatif. Sur le début de l'année, il y a une campagne qui a fait basculer les choses, c'est l'Arabie Saoudite. Je crois que ça a été très très serré. Il y a eu une dimension très politique qui est venue probablement brouiller un petit peu le jeu. Et on a vu sur l'Inde, où on avait une compétition très ouverte et très intéressante, avec Air India, qu'on a remporté le plus gros morceau. Donc voilà, le jeu, il est très serré. Ça se joue une campagne, l'autre campagne. Donc en fonction du moment où on regarde, c'est l'un ou l'autre. Oui, ça va continuer à être très compétitif. Il y a des grandes campagnes qui sont en cours. Et il faudra juger à la fin de l'année, sur 12 mois, pour voir ce qui s'est vraiment passé. Mais le 350 s'est établi comme l'avion de référence. Il démontre sa performance au quotidien et les compagnies aériennes nous disent beaucoup de bien du 350. Donc voilà, mais nos amis de Boeing ont un bon avion aussi, c'est très concurrentiel. C'est au moment où le marché repart, et donc où tout le monde veut se placer, et puis voilà, c'est le jeu de la concurrence. Très bien. Donc sur le Salon du Bourget, on n'a pas à attendre frénétiquement là, une première annonce du 350 ou des annonces d'Airbus?
Sur le salon, tout le monde va regarder les grandes commandes. Ça fait 4 ans qu'on n'en a pas eu. Même si, il faut dire que comme on n'a pas eu de grands salons, en tout cas on n'a pas eu de Bourget depuis 4 ans, l'habitude de tout concentrer au moment des salons a été un petit peu perdue. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait exactement la même dynamique que ce qu'on avait avant le Covid. Enfin, on voit quand même qu'il y a des grandes commandes qui se préparent et que les négociations dans les semaines et puis les jours qui précèdent le début du salon s'accélèrent, se tendent. Donc oui, on a à nouveau cette adrénaline des commandes pour le salon. Un week-end chargé en perspective pour vous. Peut-être un petit mot sur la 330 Neo qui est peut-être un peu plus en difficulté. Non, au contraire, là on a monté les cadences pour le 330 Neo. On remonte en cadence dès cette année, on en livre beaucoup cette année, donc l'avion il marche bien. Il est en bas du segment avec le 350 au-dessus qui prend la part du Lion en ce qui nous concerne. C'est un avion très important qui fonctionne, qui a aussi un dérivé militaire avec le ravitailleur. Donc c'est un produit aujourd'hui qui fonctionne très très bien, qui est très compétitif et je pense que c'est un produit de sortie de crise. Très bien. Vous avez mentionné les cadences. On voit que c'est quand même un des enjeux majeurs pour vous aujourd'hui, que la filière peine encore à accélérer les cadences. Donc c'est pas vous, c'est vraiment l'ensemble de la filière et d'ailleurs l'ensemble des constructeurs. Mais aujourd'hui, on est à la moitié de l'année. Est-ce qu'on commence à entrevoir des améliorations? Est-ce qu'on a une progression depuis le début de l'année ou par rapport à ce que vous avez pu connaître l'année dernière? Alors, la grosse différence par rapport à l'année dernière, c'est que cette année, on exécute le programme de production exactement comme on l'avait prévu en début d'année. Je croise les doigts et je touche du bois, je ne sais pas où il y en a, pour que ça continue. Ça, c'est la différence par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, on a été de mauvaise surprise en mauvaise surprise, et l'année 2022 a été très très dégradée par rapport aux hypothèses qu'on avait fait en début d'année. Et on a fini l'année chez Airbus en livré 661 avions, là où on avait communiqué au marché 720, c'est-à-dire 60 de moins, et où on avait prévu un petit peu plus, donc c'est considérable. Là, pour l'instant, on est exactement sur notre trajectoire, et je pense que ça va continuer au moins pour les mois qui viennent. La supply chain a arrêté de se dégrader, on a beaucoup moins de très mauvaises surprises qui viennent du jour au lendemain, parce qu'on a aussi énormément travaillé dans la profondeur de la supply chain, toute la transparence, et on est au chevet de ceux qui sont le plus en difficulté. Mais globalement, on a l'impression que la supply chain repart un petit peu, simplement elle est limitée, elle est freinée par les quelques fournisseurs qui sont sur leur plan de rattrapage et qui n'arrivent pas à faire beaucoup mieux que le plan de rattrapage très tendu qu'on leur a imposé pour ne pas ralentir tout le monde. Voilà, donc en termes de nature de situation, c'est très différent en 2023 de 2022, et pour l'instant, l'année s'exécute normalement. Je voulais vous demander si vous étiez confiant justement pour atteindre cet objectif de 720 livraisons à la fin de l'année. Je suppose que oui. La réponse est logique avec ce que je viens de vous dire. Oui, on est confiant. Le fait est que cette crise de la supply chain quand même impacte quand même le secteur depuis de longs mois maintenant, va se poursuivre, même s'il y a cette amélioration que vous avez décrite. Est-ce que vous pensez que quand on voit la croissance du trafic aérien actuel, la croissance de la demande, est-ce que cette crise de la supply chain peut être une limite à cette croissance du transport aérien dans les prochaines années? Alors, d'abord, c'est la situation de la supply chain qui est la limite aujourd'hui au nombre d'avions qu'on est capable de livrer. Et on essaie de régler notre ambition de monter en cadence en fonction de ce qu'on pense que la supply chain est capable de faire. Et une fois encore, on regarde les goulots d'étranglement les plus difficiles pour essayer de comprendre jusqu'où on peut tirer l'élastique sans qu'il casse. Et donc l'année prochaine, en 2025 aussi, le nombre d'avions qu'on va livrer ou qu'on va prévoir de livrer sera uniquement conditionné par le supply. Okay. Entre-temps, le trafic aérien est effectivement revenu à un niveau élevé et les compagnies aériennes ont besoin de beaucoup plus d'avions que ce qu'on est capable de leur livrer dans les années qui viennent. Donc l'écart entre le besoin et l'offre, il va rester important pendant de nombreuses années, sauf s'il y a un nouveau choc comme le Covid qui intervient. Enfin, on a vu que c'était quand même pas des chocs qui intervenaient tous les 5 ans. Donc il est quand même très probable que cet écart entre l'offre et la demande va rester significatif pour un nombre d'années de l'ordre de 3 à 5 ans. Je ne sais pas dire aujourd'hui, parce que c'est difficile d'avoir un horizon comme ça. En tout cas, pendant un nombre d'années significatif aussi. Ma question suivante a été portée plus sur la décarbonation, notamment sur les SAF, mais elle est peut-être un peu perturbée par l'actualité aujourd'hui avec les annonces présidentielles. Ce que je vais vous demander, donc à plusieurs reprises, vous avez alerté l'Europe sur le fait qu'il y avait besoin d'aller vite face aux États-Unis, alors que les États-Unis avançaient très vite à coup d'incitation. Quand on voit les difficultés qu'il y a depuis plusieurs mois pour adopter le règlement Refuel EU Aviation,
notamment sous fond de disputes sur nucléaire entre la France et l'Allemagne. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu, surtout chez deux États qui sont quand même chers au cœur d'Airbus? Alors entendu, oui, on est entendu. Je crois, en tout cas, écoutez. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de doute aujourd'hui sur le fait que, et dans tous les pays d'Europe et à Bruxelles et aussi à Paris, on a vu les annonces du président Macron, sur le fait qu'il y a deux axes principaux qu'il faut absolument poursuivre ou exploiter pour arriver à décarboner l'aviation en 2050, c'est la technologie, donc les avions. Et là, on a vu le président faire des annonces importantes sur le financement de la recherche à travers le CORAC pour 4 ans, avec des montants importants compte tenu de la situation dans laquelle on est, et le développement des SAF, des carburants durables pour l'aviation. C'est ça les deux leviers majeurs, et si on le fait correctement, en termes de séquence, de développement de nouveaux avions, d'entrée en service et de montée en cadence du pourcentage de SAF utilisé, on va atteindre le carbone neutral 2050. Il y a vraiment une trajectoire crédible. Je pense que l'accélération des SAF est le paramètre le plus critique aujourd'hui. Et donc j'accueille avec beaucoup d'enthousiasme ce que j'entends ces derniers jours à Bruxelles, à Paris, et pas seulement des annonces publiques, mais aussi les discussions qu'on peut avoir avec les pétroliers, avec Total Energy encore très récemment, leurs nouveaux projets, ce qu'ils sont en train de faire en France, parce que ça donne une trajectoire qui est cohérente du point de passage 10% en 2030, qui chez Airbus et dans la filière nous paraît le marqueur important pour être sur la bonne trajectoire pour 2040-2050. Donc ça, c'est en train de se mettre en place, et tout le monde a la même compréhension, assez largement, que c'est ça qu'il faut faire et que c'est ce qui est en train de se passer. Après, ça va plus ou moins vite, suivant qu'on est tout seul, États-Unis, ou qu'il faut se mettre d'accord à 27, et que certains peuvent avoir des raisons de se bagarrer qui sont liées aux énergies ou qui sont liées à d'autres sujets, et voilà, c'est un peu dommage que ça mette autant de temps, mais je pense qu'on est vraiment avec une feuille de route qui va dans la bonne direction, avec le bon niveau d'ambition. Plus précisément, sur les annonces faites aujourd'hui, ces annonces sont saluées assez unanimement, mais on entend déjà un peu certaines voix se demander si ce sera suffisant, et notamment peut-être avec un trou dans la raquette, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'incitation à l'achat. Et c'est quand même un point important pour les compagnies aériennes. Comment vous percevez cette situation? Alors, effectivement, dès qu'on fait quelque chose de bien, et je pense que là, il y a vraiment des choses bien qui ont été annoncées, la critique vient rapidement dire est-ce qu'on fait assez, est-ce que... Bon, déjà, il faut reconnaître que ça va dans la bonne direction. Les technologies et les SAF, y compris du partenariat privé-public en France, pour faire des SAF en France. Les SAF, c'est aussi une façon de faire en France, là où aujourd'hui on achète le carburant, le pétrole à l'étranger. Donc il y a un aspect, une dimension de souveraineté, de compétitivité du pays et de gestion de la balance commerciale qui est aussi très négatif parce qu'on achète tout ce qui est hydrocarbures à l'étranger. Donc je pense qu'il faut déjà reconnaître ce point-là. Après, est-ce que c'est assez? Oui, c'est assez parce que le point de passage à 10%, une fois encore, avec ce qui est en train de se mettre en place, semble se dessiner. D'ailleurs, on a vu l'Europe annoncer avec la taxonomie, il y a quelques jours, hier ou avant-hier, un point de passage à 15% en 2030, alors que dans RefuelEU, c'est 6%. Donc on voit qu'on tourne autour de cette marque à 10%. C'est aussi ce qu'on voit aux États-Unis, c'est ce dont on entend parler aujourd'hui au Middle East. Et Airbus, on a signé un accord en Chine il y a 2 mois, avec la société qui distribue tout le carburant à tous les aéroports chinois, c'est une société d'État, avec l'objectif d'aller aussi vers 10% en 2030. Donc ce marqueur aujourd'hui est en train de prendre, et c'est important parce qu'il faut un level playing field dans ce domaine-là. Si jamais on n'a pas de compréhension commune de ce qu'on veut atteindre, les écarts de compétitivité liés à l'incorporation de SAF peuvent être un ralentisseur. Voilà, donc les conditions se mettent en place, peut-être un peu plus vite que ce que moi je craignais il y a encore quelques mois. Donc moi j'accueille ça très positivement. Est-ce qu'on est arrivé au bout? Pas du tout. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors un sujet qui vous est plus propre, on a vu que vos annonces sur l'hydrogène fait au milieu de la crise ont quand même eu le mérite d'accélérer très fortement le développement de cette filière dans l'aéronautique. Donc si vous avez très clairement précisé que l'impact véritable se situera après 2050, est-ce que vous conservez toujours l'ambition de ce premier programme en 2035 d'avions à hydrogène? Oui, bien sûr. Oui, si on prend un petit peu de recul, avec le kérosène, on prend le carbone sous la surface de la Terre.
on brûle les hydrocarbures dans une turbine et on met le carbone dans l'atmosphère. Bon, c'est ce qu'on veut éviter de faire aujourd'hui, parce que l'aviation, c'est 2,5% des émissions de carbone mondiales. Avec les SAF, on prend du carbone dans l'atmosphère, d'une façon ou d'une autre, naturelle ou artificielle, biocarburants ou les e-fuels dans le futur. Et puis après, ce carbone, il faut en faire quelque chose avec de l'hydrogène vert ou d'autres sources d'hydrogène. Le combiner, ça demande beaucoup d'énergie pour à nouveau remettre le carbone dans l'air. Ça va un moment, mais avec l'augmentation rapide du carbone dans l'atmosphère et le réchauffement climatique, la pression va monter de plus en plus pour trouver des solutions sans émission de carbone dans l'air. Donc nous, on est absolument convaincus que c'est une évolution naturelle, d'autant plus naturelle que quand on sera à l'ère des e-fuels, les biocarburants ne suffiront pas pour aller à 100%, très loin de là. Les e-fuels, on aura besoin d'une filière hydrogène vert. Donc quand on aura une filière hydrogène vert, pourquoi ne pas consommer directement cet hydrogène vert? Donc les raisons d'être, les motivations pour le faire, on n'a absolument aucun doute. Les technologies pour y arriver, on continue à être convaincus qu'elles existent et on est en train de les développer avec beaucoup de partenaires pour une entrée en service en 2035. Et nous ne changeons pas notre objectif de mettre en service le premier avion à hydrogène en 2035. Très bien. Et lors de votre summit donc, en fin d'année dernière, vous avez notamment présenté un projet de turbopropulseur alimenté par une pile à hydrogène. Est-ce que ça pourrait être la piste la plus probable qui se dégagerait pour 2035 ? Alors, il y a deux voies qui sont en concurrence et qui ont des avantages et des inconvénients très différents. La première, c'est de brûler de l'hydrogène dans une turbine, un petit peu comme du kérosène. C'est des architectures d'avions qui sont assez proches de ce qu'on a aujourd'hui pour le système de propulsion. Il faut quand même stocker à bord de l'hydrogène liquide, donc on a toute la dimension cryogénique à mettre à bord, qui est la même dimension que si on fait un avion avec une pile à combustible. Et là, on embarque à bord une pile à combustible qui utilise l'hydrogène pour produire de l'électricité, et après l'avion est un avion électrique. Donc je dis, ça a des avantages et des inconvénients très différents. De toute façon, le stockage d'hydrogène liquide à bord est à faire dans les deux cas. Donc nous, Airbus, on regarde les différentes solutions avec différents partenaires. Il y en a une, les turbines, qui paraît plus accessible à court terme et qui a un certain nombre d'avantages de facilité. L'autre a l'avantage de ne pas émettre de carbone, mais de ne pas émettre non plus aucun dérivé de combustion, puisqu'il n'y a pas de combustion. En particulier, pas de NOx, pas d'un brûlé. Et donc, c'est, d'un point de vue de la propreté, probablement la solution la plus optimale. Mais bon, le rapport de puissance sur masse d'une solution pile à combustible est beaucoup moins favorable que d'utiliser une turbine. Donc voilà, donc les solutions sont en évaluation. On n'a pas prévu de prendre de décision dans l'année qui vient, ni même peut-être en 2024, ça sera plutôt du 2025. En revanche, il faudra qu'à cet horizon-là, on ait pris des décisions pour valider une des deux technologies et être capable en 2027-2028 d'appuyer sur le bouton avec une technologie qui aura été choisie à ce moment-là. Très bien. Une dernière question avant de laisser la place à Michel à nouveau, qui trépigne. Pas du tout. Il y a vos projets hydrogène, mais il y a aussi le développement d'une future génération pour remplacer l'A320, enfin la famille A320. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des premières pistes technologiques qui s'affirment? Est-ce que vous avez des avancées sur ce domaine? Alors, la feuille de route pour être décarboné en 2050, c'est remplacer les avions qui volent aujourd'hui. Dans les 24 000 avions qui volent, il y en a 20 à 25% qui sont des avions de nouvelle génération, mais il y en a beaucoup qui sont des vieux avions, parfois des très vieux avions, par les avions modernes qui ont deux avantages. Un, ils consomment beaucoup moins de carburant, 20 à 40% par rapport aux avions en service, 20% par rapport à la génération précédente. Mais ils ont un deuxième avantage, c'est qu'ils sont certifiés pour 50% de SAF aujourd'hui. On peut mettre dans un réservoir d'un A320 Neo qu'on livre aujourd'hui jusqu'à 50% de SAF et partir voler. Et donc, les SAF, c'est un très grand nombre de SAF tant qu'on est jusqu'à 50%. Donc ces avions permettent de faire la montée en cadence, le début de la montée en cadence du SAF. Comme ils consomment beaucoup moins, on peut se payer un peu de carburant plus cher et ça fonctionne bien. Ils ne seront pas suffisants pour aller au-delà. Donc il faut rentrer en service entre 2035 et 2040 une génération d'avions qui consommera entre 20 et 30% de carburant en moins que les tout derniers avions qu'on livre aujourd'hui et qui sera capable d'utiliser 100% de SAF. Et puis après, on aura l'avion à hydrogène. Cette génération d'avions, elle est très importante. C'est vraiment la génération clé qui sera en service très largement en 2050, qui utilisera proche de 100% de SAF et qui fera cette décarbonation du trafic aérien. Il y a d'autres technologies qui vont venir dessus. Et donc, ces technologies, elles sont en préparation en ce moment. Chez nous, avec toutes les technologies sur les ailes, sur les systèmes, sur l'allègement, sur les matériaux, sur l'aérodynamique, sur des choses assez sophistiquées et assez excitantes sur la forme des ailes, leur déformation en vol, leur adaptabilité.
mais aussi dans le domaine de la propulsion. Le programme RISE de CFM, qui lui aussi est prévu pour 2035, c'est un programme d'open rotor qui viendrait contribuer très largement à la réduction des consommations et des émissions de carbone. On est en partenariat avec CFM pour tester ces solutions-là. Donc on voit toutes les briques qui sont en train de se mettre en place, et le financement de la recherche en France à travers le CORAC, qu'a annoncé le président ce matin, sur 4 ans est très important, parce qu'il vient non seulement organiser ces projets et aider les grands groupes à s'organiser, mais surtout assurer toute l'architecture de l'ensemble des sociétés qui participent de ces grands projets, y compris des PME et des entreprises de taille intermédiaire, qui sans ça ont beaucoup de mal, 1, à financer leur recherche, 2, à s'aligner et à se coordonner sur les grands projets des maîtres d'œuvre. Donc là, on a aujourd'hui en place, en France et en Europe, les moyens pour garder le leadership sur la génération d'après. C'est vraiment l'ambition qu'on a, c'est qu'en 2035, 2040, quand on va rentrer cette nouvelle génération, que nos amis américains préparent aussi, qu'on garde un coup d'avance, qu'on soit toujours bien placé et qu'on soit très compétitif, parce qu'on remet, entre guillemets, notre couronne en jeu, ou on remet tout en jeu à ce moment-là. Donc Guillaume Faury, on va finir par la défense et on va commencer par le SCAF. Aujourd'hui, il se passe toujours quelque chose sur le SCAF. Si on écoute la dernière édition de Éric Trappier au Sénat, donc visiblement les Belges veulent absolument rentrer dans le programme SCAF assez rapidement. Éric Trappier n'était pas tout à fait sur le même avis. Et vous, dans le cadre actuel, est-ce que Airbus a une volonté de faire rentrer de nouveaux participants, de nouveaux pays ou pas ? Alors d'abord, je trouve ça une très bonne nouvelle qu'il y ait des pays qui ont envie de rentrer dans le programme SCAF. Ça veut dire qu'il est attractif. Ça veut dire que ces pays, et il n'y a pas que la Belgique, croient vraiment que c'est le système d'avenir, et rejoindre l'équipe est important. Deuxièmement, il faut regarder d'où on vient. On est parti en franco-allemand, et puis la France et l'Allemagne ont décidé d'associer l'Espagne au projet, et on a vu que ça rendait difficile en cours de route de redistribuer le travail, de se remettre d'accord entre nous, et on a vu que l'année 2022, de ce point de vue-là, avait été pas si facile que ça. On a fini par se mettre d'accord entre nous, et on est parti en phase 1B, et la phase 1B, il faut l'exécuter telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Après, quand on lancera le programme, il sera temps de voir le niveau d'ambition qu'on se donne, les besoins de financement qu'il y aura, et c'est aussi aux pays de voir s'ils sont capables de financer complètement, partiellement, et s'ils souhaitent associer d'autres pays. Je pense qu'on peut regarder ce qu'a été le F-35. Le F-35, il faut quand même reconnaître que c'est un grand succès. Il y a plus de pays en Europe qui ont acheté le F-35 que la somme des pays qui ont acheté le Rafale et l'Eurofighter. C'est un échec européen de ce point de vue-là, mais c'est un succès du F-35. Il y a 8 partenaires, il y a 8 pays partenaires dans le F-35. Donc sous un leadership américain très très fort, il y a 8 pays partenaires. Je pense que le FCAS, si c'est un succès, et je pense que ça va être un succès, le SCAF, à un moment donné, il y aura d'autres partenaires. Je pense qu'il faut faire chaque chose en son temps. Et aujourd'hui, on est dans la phase 1B, et la phase 1B, elle est à 3 partenaires, et il ne faut pas y toucher. D'accord. Vous n'avez jamais commenté, ou très peu en tout cas, l'accord qu'il y a eu sur le fameux pilier 1 du SCAF entre Airbus et Dassault. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Parce qu'on a il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et écrites. Est-ce que ça reflétait vraiment la réalité des choses ? Alors, on m'a beaucoup posé de questions dans la période où on avait du mal à se mettre d'accord, et j'ai toujours dit 2 choses, et que je continue à penser. 1, qu'on allait finir par se mettre d'accord. Bon, ça a mis un peu plus de temps à arriver que ce que je pensais, mais on y est arrivé. Et 2, qu'il ne fallait pas rater cette phase-là. C'est une phase de partage du travail et du leadership, et il faut absolument arriver à un résultat qui satisfasse les parties pour qu'on fasse l'exécution correctement. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc maintenant, on est au travail, et le travail se passe très très bien. Donc on a souffert un peu pour construire un programme de très grande envergure. Je pense que chacun a essayé de défendre ses positions, ses convictions, son rôle dans le programme. On est arrivé à un accord, et maintenant on le met en œuvre. Je pense ça très, très logique et très normal. Voilà. Simplement, après, il y a eu beaucoup de choses qui ont été visibles de l'extérieur dans les discussions, les négociations, la nature transactionnelle de la définition du travail. Voilà. Donc, je ne me suis pas beaucoup exprimé parce que je pense que c'était normal que ce temps-là soit difficile. Je pense toujours qu'il était très important qu'il soit bien fait. Je pense que ça a été bien fait. Et donc maintenant, l'exécution se passe bien. Et c'est aussi pour ça que vous en entendez moins parler. C'est parce qu'on est au boulot, les ingénieurs travaillent entre eux et ça se passe bien.
Est-ce que vous sentez la relation franco-allemande solide, justement pour affirmer, pour accompagner le succès de ce programme ou pas? Est-ce que vous sentez, évidemment il y a des hauts et des bas dans une relation, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez la conviction que cette relation franco-allemande qui est un peu ébréchée va permettre la réussite de ce programme emblématique pour l'Europe de la défense? Alors, moi, je suis un franco-allemand convaincu. Ça fait longtemps que je travaille chez Airbus. Je vois la puissance de feu qu'on a quand on travaille intelligemment ensemble et quand on arrive à prendre une dimension européenne, ce n'est pas que les Français et les Allemands, ça fait d'autres pays autour, sur des sujets où l'effet d'échelle compte. Dans l'aviation commerciale, ça compte absolument. On n'aurait pas de constructeur européen à succès si chaque pays avait son constructeur d'avion européen, et juste il n'existerait plus. Bon. C'est pareil dans le domaine du SCAF, dans le domaine de ce système qui va nous protéger par le ciel et qui est très complexe et qui a beaucoup de dimensions. Donc je pense que sur le SCAF, en fait, il n'y a pas d'alternative européenne au fait de se mettre d'accord et à travailler ensemble. Donc force de nécessité fait loi, et je pense que ça va résister aux tensions franco-allemandes qui sont réelles. Il y a des périodes où ça se passe très bien et puis il y a des périodes où ça se passe beaucoup moins bien. Je pense qu'il faut simplement reconnaître aujourd'hui que l'Allemagne traverse un certain nombre de chocs difficiles à encaisser pour l'Allemagne, avec ce qui s'est passé le 24 février dernier, et qu'il y a eu beaucoup de conséquences stratégiques pour l'Allemagne, et que ça rend aussi difficile la relation de l'Allemagne avec ses partenaires, et en particulier le partenaire français, sur des sujets là aussi très importants. Donc la relation franco-allemande, elle est mise à l'épreuve. Mais je pense que sur le SCAF, comme il n'y a pas d'alternative sérieuse et crédible, sauf à se déclasser complètement et définitivement dans ce domaine-là, ça va résister au temps. Et puis, il y aura des meilleurs moments dans une relation. Il y a toujours des hauts et des bas. C'est assez tendu en ce moment sur pas mal de sujets. Je vois les leaders garder le cap sur l'horizon et savoir que même si on se bagarre sur des sujets à court terme, il n'y a pas d'autre alternative que de travailler ensemble intelligemment, en particulier sur des sujets comme celui-là. Donc moi, je reste confiant. Et puis avoir des sujets qui fonctionnent. Je disais tout à l'heure, Airbus commercial en a un, mais il y en a d'autres. Ça permet de se retrouver autour de bébés communs qui grandissent correctement et de donner foi des deux côtés du Rhin sur le fait que ça vaut le coup de continuer à travailler ensemble. Je vous ai posé la question tout à l'heure sur la loi de programmation militaire dans le domaine spatial. Et là, c'est la même question, mais dans le domaine de défense. On a bien vu que certains programmes emblématiques d'Airbus, le Tigre, Mark III, la 400M, a été un peu touché par les étalements, voire quelques annulations de commandes. Vous en pensez quoi? Et est-ce que vous avez fini les négociations sur la 400M avec le ministère des Armées? Alors, il n'y a pas d'annulation de commande. Hein, donc, pas encore. Il n'y a pas d'annulation de commande. Bon, il y a une redéfinition des besoins, il y a la confirmation des grands programmes, y compris des programmes qui ont été lancés récemment. Le SCAF, l'Eurodrone, il y a quand même confirmation de la 400M, même si effectivement les cibles, au moins 35 dans la période, ouvrent un certain nombre de nécessités de se mettre d'accord sur les plans de production. Et on est très aidé, il y a une volonté de nous aider beaucoup à l'export pour aller chercher une dimension de la 400M qu'on n'a pas encore été chercher. Et puis il y a la confirmation du programme Tigre Mark III. Donc les programmes européens importants sont maintenus et sur les programmes du futur sont ancrés en dur dans la LPM. Donc je pense que c'est une LPM qui, compte tenu des enjeux dont je parlais tout à l'heure, d'aller sur un plus grand nombre de théâtres de conflictualité, et donc d'investir des capacités dans un plus grand nombre de domaines, préserve, protège les programmes européens importants qui sont ceux qui ont beaucoup de valeur, à mon avis, pour l'Europe. Donc vous, globalement, vous êtes satisfait de cette LPM dans le domaine de la défense? Je pense qu'avec le champ de contraintes qu'il y a actuellement, la LPM, elle fait le boulot. On le voit un peu partout, les budgets de défense augmentent à vitesse vertigineuse, même si effectivement il y a des contraintes budgétaires, en France notamment. Est-ce que vous avez un objectif de consolidation dans ce secteur, puisqu'il y a quand même pas mal, il y a un marché qui croît. Est-ce que Airbus a envie de grossir dans la défense en raison d'un marché beaucoup plus effervescent qu'auparavant? Alors, merci de me poser la question sous cette forme. Ça montre qu'il n'y a même pas la question de est-ce qu'on veut être dans la défense. Parfois, j'ai cette question-là. On est tellement gros et visible dans l'aspect civil et commercial que parfois on nous dit mais la défense est absolument stratégique et essentielle pour Airbus.
pour un très grand nombre de raisons, mais en particulier parce qu'il s'y développe beaucoup de technologies qui après ont du crossover vers le commercial. C'est bien de se rappeler que l'A320, qui est le plus grand succès de l'aviation commerciale de tous les temps, a dû son succès aussi, et en particulier parce qu'il était le premier avion à avoir des commandes de vol électriques qui venaient du domaine militaire. Donc, on a des exemples comme ça en grand nombre. Celui-là, il est assez symbolique. Donc on est dans la défense. La défense doit avoir une dimension européenne. Et Airbus est déjà à dimension européenne. Donc c'est pour ça qu'on se sent une responsabilité dans les grands programmes européens d'intervenir, de venir et de contribuer à la réussite. Maintenant, si on veut être complètement européen, on devrait continuer à se regrouper. Alors après, cette consolidation, elle peut prendre de nombreuses formes. Ça peut être par des coopérations, ça peut être par des joint ventures, ça peut être par des sociétés de type MBDA, où plusieurs pays sont venus apporter leurs assets, et on voit que l'activité missile qui en Europe était quasi mourante au moment où MBDA a été constitué en plusieurs fois, est aujourd'hui très florissante, et on a un champion qui est compétitif au niveau mondial. Il y a des domaines où il faudrait arriver à faire la même chose. Le FCAS, d'une certaine façon, ça se construit comme une coopération entre industriels. On verra la forme que ça prend au moment où le programme avancera, mais on n'a pas besoin de se marier, de faire du M&A, de faire de la fusion-acquisition pour trouver des solutions pour fonctionner ensemble. Ça arrive parfois c'est d'autres modèles qui fonctionnent. Dans le NH90, par exemple, on a tous les assets, je ne sais pas comment on dit en français, de ce qui étaient les hélicoptères français, allemands, qui se sont regroupés dans Eurocopter, qui est maintenant Airbus Hélicoptère, mais on est avec Leonardo, qui est une société différente, on est regroupé dans NHI, et ça marche très bien. Donc, le nombre de modèles qui fonctionnent est assez large, oui, NHI, ça marche très bien. Et le NH, c'est un énorme succès, hein. On a vendu plus de 500 machines. Bon, voilà, succès commercial, mais succès opérationnel un peu mitigé au niveau du MCO et de certains pays qui ont envie de retirer les flottes. Alors, on voit que sur les grands systèmes modernes, et le NH en est un, premier hélicoptère à commande de vol électrique, structure tout composite, beaucoup de systèmes qui ont été mis dessus. Ces grands programmes, ces produits très nouveaux, on a un peu pêché en sous-estimant la dimension soutien opérationnel. Et certains pays ne se sont pas toujours organisés, équipés, les industriels ont aussi une part de responsabilité pour que ces avions, ces hélicoptères, ces systèmes soient aussi simples et aussi économiques à opérer que la génération précédente. Mais en termes de performance de mission, performance opérationnelle, on a des appareils qui sont très loin, enfin, on est au meilleur standard mondial. C'est le cas de la 400M, c'est le cas du NH90, c'est les meilleurs appareils en opération. Et ça, tous les opérationnels qui les utilisent ou qui les voient opérer à côté d'eux le disent. Voilà, donc je reviens, il y a différentes façons de faire la coopération. On est absolument attaché à ce que les grands programmes où l'effet d'échelle joue un rôle puissent se faire au niveau européen, c'est-à-dire avec plusieurs pays européens qui coopèrent entre eux, et les formes d'organisation, il y en a de très nombreuses. Il y aura sûrement dans les années qui viennent des rapprochements capitalistiques, mais on peut aussi faire beaucoup de choses par des programmes, des coopérations, des joint ventures. Dans le domaine de la consolidation, vous n'avez pas de regrets sur l'opération Evian? Alors, en fait, le sujet, ce n'est pas forcément nécessairement l'opération Atos, Evian, c'est où est-ce qu'on veut aller. Chez Airbus, on a fait notre succès il y a 20 ans, 30 ans, en faisant des plateformes, des ailes, des fuselages très performantes. Aujourd'hui, c'est parce qu'on fait des systèmes, on est vraiment des systémiers, on conçoit et on fabrique des systèmes. Et dans le futur, pour continuer à avoir de la réussite, il faudra aussi être dans le monde des données sécurisées, des communications, de la gestion des data elles-mêmes et de l'intelligence artificielle. Bon, et aussi du calcul intensif. Donc on voit qu'il y a des métiers qui aujourd'hui ne sont pas les nôtres, qui vont devenir essentiels, soit être en partenariat, soit les avoir en propriété pour continuer à être compétitif dans ce monde-là. Quand on parle en particulier de la simulation sur des ailes modernes où on fait des calculs en quantité très importante pour essayer plein de configurations différentes, ou même le combat de cloud dont on parle pour le FCAS, on voit qu'on rentre dans le monde des données très fortement. Donc aujourd'hui, il y a une société française qui s'appelle Atos, qui se sépare en deux organisations. La partie Eviden a énormément d'atouts dans le domaine du digital. Et donc, on est en discussion avec eux pour des partenariats. On travaille déjà beaucoup avec eux. Il y avait une
opportunité de faire quelque chose, on l'a regardé, comme on fait souvent. Celle-là a été assez visible publiquement, donc elle a été fortement commentée. On n'a pas souhaité donner suite, mais on continue à avoir la même stratégie dans le domaine des données, du digital, du cyber, du cloud, de toute façon. Donc on a aussi eu des capacités internes pour le faire. Vous savez qu'on a fait Airbus Protect il y a un an en regroupant des activités internes d'Airbus pour se structurer et avoir une taille critique. Donc voilà, la démarche elle est en cours et on ne va pas s'arrêter sur la direction. Juste une dernière question avant d'arrêter. Vous l'avez dit, vous êtes un Européen convaincu. Dans le cadre de la guerre en Ukraine, la plupart des achats des pays européens se font pas en Europe, mais ils se font sur étagère en Israël, aux États-Unis, en Corée du Sud. Vous n'êtes pas lassé de voir ce côté, enfin, en tout cas passer à côté d'un marché qui aurait pu être bouillonnant pour Airbus et la BITD européenne? Alors, je pense que la guerre en Ukraine exacerbe cette dimension-là. Il y a quand même une différence fondamentale entre les États-Unis, qui est notre principal benchmark sur ce sujet-là, et l'Europe. C'est que les États-Unis, il y a un budget de défense qui est 3 fois plus gros, d'acquisition qui est probablement 4 fois plus gros que celui de l'Europe. Et en plus, en Europe, là où les États-Unis ont 1 ou 2 systèmes par segment, on en a 5, 6, 7, parfois 20. Donc on est extrêmement morcelé et donc on n'a pas la capacité à s'acheter toutes les capacités, à se développer toutes les capacités. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Et puis l'Europe aime bien aller acheter aux États-Unis, puisqu'elle est morcelée. Malheureusement. Donc les États-Unis sont autosuffisants très largement. Les Européens mettent peu d'argent, sont divisés et en plus vont acheter une partie aux États-Unis. Donc on est beaucoup plus faible industriellement et technologiquement. Une fois qu'on a dit ça, au moment où il y a une crise qui arrive, on a déjà les équipements qu'on a déjà. Et ceux qu'il faut acheter en plus, c'est ceux qu'on n'a pas à la maison. Donc c'est assez logique qu'on aille les chercher à l'extérieur. Donc c'est à la fois très frustrant, mais en même temps pas très surprenant. Si je regarde le sujet des hélicos qui m'est cher, la commande allemande dont on parle, elle va vers des hélicoptères lourds pour lesquels il n'y a pas d'équivalent en Europe. Donc on n'a pas de solution à proposer. Donc, je pense que la guerre en Ukraine nous fait, nous Européens, nous reposer beaucoup de questions sur qui on veut être, quel est le degré d'autonomie et de souveraineté qu'on veut avoir. Et si à court terme, c'est un peu du repli national pour savoir ce qui nous manque et où est-ce qu'on va le chercher, j'attends quand même, j'espère, the jury is out, comme on dit, mais j'espère que sur les grandes décisions, les grands investissements et les grands programmes, au moment où il faudra décider, les Européens se rappelleront de ce qui s'est passé avec l'Ukraine et seront beaucoup plus engagés, beaucoup plus committed sur le fait de faire ensemble et de faire en Europe. Et on saura leur rappeler. Merci beaucoup Guillaume Faury. Je vous demande de l'applaudir.